Bonjour à tous, donc je me présente, Dr Omar Kamoun, je suis assistant au service d'urologie CHU Hakoui Sfax. Permettez-moi d'exprimer mes sentiments d'honneur d'être présent ici aujourd'hui au cours du roulement des 11e journées de la PAX. Mes sentiments de gratitude envers tous les membres du bureau de la PAX et en particulier à Dr Ayedi, que j'ai énormément d'estime pour elle. Je remercie le laboratoire Teriak d'avoir sponsorisé cette séance. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'intéresse énormément, qui me tient énormément à cœur, qui est la sexualité et sa relation avec un sujet qui tient à vos cœurs, vous, pneumologues, la BPCE. Alors, sans trop tarder, je vais commencer. La sexualité, ou la sexualité, elle est tellement importante pour l'être humain qu'elle a été introduite dans la définition de la bonne santé par l'OMS. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de santé sexuelle. La définition n'est pas très facile à faire à cause de variations individuelles importantes, mais par contre, on peut la diviser en 5 phases quasiment un peu constantes pour tout le monde. Donc la première phase, c'est la phase du désir ou la préparation à l'acte sexuel suite à la stimulation sexuelle, qu'elle soit visuelle, sensitive ou fantasmatique. L'excitation, c'est la phase d'érection, érection de la verge chez l'homme, et érection du clitoris et lubrification du vagin chez la femme. La phase de plateau, le maintien de l'érection au moment de l'acte sexuel, l'orgasme caractérisé par l'éjaculation et la phase de résolution qui est variable de quelque soit entre l'homme et la femme. Il suffit d'avoir un dysfonctionnement de l'un de ces réponses physiologiques pour avoir donc des souffrances parfois importantes qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Quelques différences entre l'homme et la femme. L'excitation est plus facile chez l'homme, l'orgasme il est plus vite et plus facilement atteint chez l'homme, la résolution plus rapide et la phase réfractaire elle est bien réelle chez l'homme. Le principal facteur de la sexualité chez l'homme, bien évidemment, c'est la fonction érectile. Ça, c'est connu depuis l'aube de l'humanité, comme le démontre donc cette statuette en extrême droite qui remonte à l'âge préhistorique, la Chine antique, l'Égypte ancienne, l'Afrique subsaharienne, la Grèce antique. Quelle est la physiologie de l'érection? Ne vous inquiétez pas, je vais arriver à la BPCO, donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais arriver. Donc, la physiologie de l'érection elle est obtenue à partir de levée d'un tonus inhibiteur qui est sympathique, le tonus renforceur, activateur qui est le tonus parasympathique, la libération de monoxyde d'azote, et j'ai mis le monoxyde d'azote en rouge, vous allez savoir pourquoi tout à l'heure, le remplissage des corps caverneux, comme vous le voyez sur cette belle vidéo, par 100 à 150 cc de sang, et enfin le maintien de l'érection par une compression veineuse contre la buginée. Je ne vais pas vous emmerder trop avec la physiologie de l'érection, je veux juste insister sur, malheureusement je n'ai pas de pointeur, donc la cellule endothéliale à droite qui va libérer du monoxyde d'azote, qui va entrer à l'intérieur de la cellule musculaire lisse du corps caverneux, ce qui va provoquer un relâchement de cette cellule-là et donc forcément l'érection. Oui. Tu peux utiliser le pointeur. Voilà, c'est bon. Alors voilà, la cellule endothéliale qui va émettre du monoxyde d'azote, qui va entrer dans la cellule musculaire lisse, il va provoquer la dégradation du guanylé cyclase, le GTP en GMP cyclique, et après, en diminuant la concentration du calcium dans la cellule musculaire lisse, on aura l'érection. Le principal facteur donc de sexualité chez la femme, c'est la lubrification du vagin. Pratiquement, on n'a pas de grosse différence, c'est pratiquement la même chose. Tonus sympathique qui diminue, renforcement du tonus parasympathique, libération du monoxyde d'azote aussi, augmentation du flux sanguin vaginal et du coup un transsudat au niveau du tiers inférieur du vagin pour assurer la lubrification. Alors la sexualité, pour tous, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, tout le monde tient à la sexualité, tous, sauf peut-être les vieux papis de 80 ans qui ont la BPCO. Justement pour répondre à cette question, j'ai eu une discussion avec un homme sage, je pense que vous le connaissez tous. Il n'est pas concentré, il est devant son téléphone. Donc vous connaissez cet homme-là? Voilà, donc c'est mon très cher oncle, Avouin Kamon, le pneumologue. L'autre jour, je discutais avec lui concernant les patients BPCO de la société. Et ce qu'il m'a dit, cet homme sage, il m'a dit, mais les malades BPCO, ils n'ont pas que ça à faire, la sexualité. Et bien, je suis venu aujourd'hui ici pour vous dire, à vous, docteur Chef, docteur Kamon, et à tout le monde, que la sexualité, elle est importante pour tout le monde, même pour les vieux papis qui ont 80 ans et qui ont la BPCO.
Pour cela, donc, je suis pas, ma chère collègue Rim qui est passée avant moi, elle dit je suis pas bien placé. Moi, je suis pas placé du tout pour parler BPCO, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé quelques remarques que je trouve moi intéressantes. Donc, la définition obstruction des voies respiratoires, ça vous le savez. Le tabac, l'exposition professionnelle à des différents aérocontaminants a été donc posée. Ce qui m'a choqué sur l'épidémiologie aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez ces chiffres-là, moi personnellement ça m'a choqué. 24 millions de personnes ont une obstruction des voies respiratoires aux États-Unis, dont 16 millions diagnostiqués de BPCO, et c'est la première cause de décès aux États-Unis, plus de 150 000 décès chaque année. Qu'en est-il en Tunisie? En Tunisie, j'ai trouvé ces chiffres de la STMRA, donc ça reste toujours pas bien défini, mais j'ai trouvé deux chiffres, 3,7 pour les Tunisiens âgés de plus de 40 ans, et selon l'étude de Bold, 7%. Premier volet dans la relation entre BPCO et dysfonction sexuelle, c'est le côté donc aborder sa sexualité. Malheureusement, aborder la sexualité chez tous les malades, et particulièrement les malades BPCO, reste une demande non satisfaite. Les troubles sexuels sont très peu abordés en pratique, quelle que soit en pratique médicale courante, mais aussi dans les études scientifiques, alors que ça touche pratiquement 3/4 des patients BPCO. Ça reste un tabou. Seulement donc 5% des patients parlent spontanément de leur sexualité durant une consultation. Le chiffre il passe à 15% si le patient aborde le problème. Et 90% des patients aimeraient que leur médecin leur parle de sexualité, mais eux, ils n'osent pas. Donc, c'est ceci dû à cette notion de tabou dans notre société. Pour confirmer ça, j'ai trouvé ce bel article qui est assez récent, qui a étudié le besoin en information pour les malades BPCO, et j'ai trouvé que plus de 60% des patients BPCO veulent parler de leur sexualité, mais ils ne peuvent pas. Tout seuls, ils n'ont pas reçu d'informations. Donc, ce n'est pas que forcément la faute des patients, mais nous aussi, médecins, peut-être on est un peu fautifs. Il va falloir donc poser plus de questions sur la sexualité. Pour voir la relation BPCO, dysfonction sexuelle chez l'homme, la dysfonction érectile, alors j'ai trouvé deux belles études, deux belles méta-analyses, une espagnole qui remonte à 1 an et une chinoise qui remonte à un peu plus de 3 ans, qui a comporté quand même 60 000, qui a étudié quand même la sexualité chez 60 000 patients dont la moitié était BPCO, et on a trouvé que la prévalence de la dysfonction sexuelle chez les malades BPCO, il était très élevé, jusqu'à 75% dans certaines études, dont 20% sont des dysfonctions sexuelles graves, mais sans pour autant que le désir sexuel ne soit affecté. On a trouvé que 2,5 fois moins de rapports sexuels chez les patients avec BPCO comparé à la population générale. Chez la femme, qu'en est-il chez la femme? Alors, la dysfonction sexuelle chez la femme atteinte de BPCO n'est pas étudiée de manière spécifique comme chez l'homme. Ceci peut être expliqué par l'absence de critères objectifs facilement évaluables comme la dysfonction érectile chez l'homme. Le principal obstacle organique était la sécheresse vaginale. La différence entre l'homme et la femme, à un stade de gravité égal, on a trouvé que la qualité de vie est plus altérée, la souffrance psychologique est plus marquée chez les femmes. Donc ne m'engueulez pas, mesdames, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la littérature qui dit ça. Et j'ai trouvé cette étude brésilienne qui a étudié la sexualité et les facteurs associés chez les malades BPCO, et en comparant tous les critères entre la qualité de vie, le score de dépression, le score d'anxiété, tous les chiffres disent que les femmes se plaignent plus de troubles sexuels, toutes les femmes BPCO, donc de troubles sexuels plus que les hommes. Donc c'est pas moi qui l'a dit. Je ne sais pas si ça vous choque ou pas. Moi, pas forcément. Alors, je passe maintenant, donc après tout ce qu'on vient de dire, on a compris que la BPCO et la dysfonction sexuelle sont comme les maillons d'une chaîne, ils sont attachés l'une à l'autre. Pas que ça, il y a plusieurs comorbidités qui peuvent être associées. C'est des malades âgés, c'est des malades multitariés qui peuvent avoir donc des pathologies cardiovasculaires, du diabète, de la dénutrition, le cancer du poumon, la dépression, l'anxiété, et j'en passe. Et donc, cette relation entre les deux est expliquée par plusieurs mécanismes physiopathologiques, et que je vais essayer d'élaborer un à un rapidement, ne vous inquiétez pas. Je commence par le testostérone. Donc, ça a été, donc je ne vais pas vous en parler du rôle de la testostérone dans la sexualité, ça c'est connu. On a trouvé que chez les malades
PCO, le taux de testostérone, il est nettement plus bas que par rapport au sujet sain. Donc, ça explique cette union entre la BPCO et les troubles sexuels. Deuxième facteur, c'est la dysfonction endothéliale. Donc, je reviens à la physiologie de l'érection pour vous rappeler le rôle important de la cellule endothéliale. Donc, il suffit d'avoir une pathologie qui atteint cet endothélium pour provoquer la dysfonction sexuelle. La comorbidité importante entre les maladies cardiovasculaires, la BPCO et la dysfonction érectile, qui sont à peu près comme un trio, et plusieurs autres facteurs qui sont incriminés dans ces deux pathologies-là, les maladies cardiovasculaires, la dyslipidémie, le diabète, etc. Alors la notion qui s'en sort aujourd'hui, c'est la notion de diabète, de dysfonction érectile, symptôme. Aujourd'hui, la dysfonction érectile, elle est considérée comme un marqueur clinique pertinent, qui est le signe pas seulement d'une mauvaise santé sexuelle, mais aussi d'une mauvaise santé complète. Et lorsque ça affecte la qualité de vie de l'homme, donc ça va affecter la qualité de vie du couple et ça rentre dans le cadre de toute une véritable maladie. Et en plus, ça ouvre à une fenêtre à plusieurs d'autres pathologies associées, chroniques, comme les pathologies cardiovasculaires, le diabète, etc. Pour étudier la prévalence de la dysfonction érectile chez les malades de BPCO, cette étude a montré que plutôt la prévalence de la dysfonction érectile chez les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, qui ont des coronopathies asymptomatiques, et on a trouvé que à peu près 35% des patients qui présentent une dysfonction érectile ont une coronaropathie asymptomatique. Ils sont pas au courant de cela. Et de cela s'en sort cette nouvelle notion qui remonte à une quinzaine d'années, la notion d'angor de la verge. Donc si on a un patient qui vient nous consulter pour une dysfonction érectile, il faut forcément suspecter une coronaropathie asymptomatique et l'adresser en consultation de cardiologie, parce que, croyez-moi, on a vu beaucoup de patients qui viennent pour une dysfonction érectile et ils finissent par faire une coronographie et des stents, la pose de stents. Donc, je vous dis cette information parce que c'est vraiment une notion récente et qui doit intéresser tout praticien. Donc cette plaque, c'est une plaque que j'ai trouvée dans une présentation de professeur Bondy, qui est un des plus anciens andrologues en France. Juste les deux premières phrases. Donc, M. Bondy dit qu'une activité sexuelle est un facteur protecteur cardiovasculaire. Donc, faire un rapport sexuel 2 fois par semaine comporte beaucoup moins de risques de développer une maladie cardiovasculaire si on fait un seul rapport par mois. Donc, c'est quelques notions générales importantes pour dire l'importance de bon fonctionnement endothélial. Je passe à l'hypoxie. Donc, rappelez-vous le rôle du monoxyde d'azote dans la physiologie de l'érection, donc qui est libéré par les cellules endothéliales après une stimulation visuelle ou fantasmatique. Donc, le rôle du monoxyde d'azote il a un rôle important dans l'érection. Donc, on peut dire que si no sexe. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que le monoxyde d'azote, on a vu que dans plusieurs études que le monoxyde d'azote, sa synthèse, elle diminue énormément chez les patients qui sont en bonne santé mais qui font de l'altitude élevée. Donc, j'ai pas trouvé malheureusement d'études qui étudient la BPCO et le monoxyde d'azote, mais c'est à peu près la même chose vu que par baisse d'oxygène dans le sang, forcément le monoxyde d'azote il va diminuer, et donc il y a une relation assez importante. Je passe au tabagisme et je vais m'attarder là-dessus parce que je sais très bien que vous, pneumologues, vous adorez parler de tabagisme. Donc, les effets néfastes du tabac sont très très fréquents. Je vais essayer d'en voir chez les hommes. Pourtant, c'est la mode, le tabac, même dans le cinéma, depuis plus d'un siècle. Donc, on n'arrête pas de montrer jusqu'à nos jours le tabac. Donc, l'effet immédiat, la nicotine. L'effet immédiat du tabac sur la sexualité. La nicotine isolée peut atténuer significativement l'excitation sexuelle physiologique chez les hommes non fumeurs en bonne santé. Associé au monoxyde de carbone et certains libre va donner une vasoconstriction qui est l'ennemi de l'érection, parce que l'érection c'est plutôt une vasodilatation. Et une consommation ponctuelle peut induire une baisse significative de l'érection de l'ordre de plus de 20%, même chez des patients non fumeurs. Donc, il suffit de consommer de la nicotine, baisse de 20% de la fonction érectile.
Effet à long terme, donc la diminution de la synthèse du monoxyde d'azote, des lésions au niveau des tabacs, au niveau des parois des vaisseaux, ce qui altère leur capacité à se dilater normalement. Ça peut augmenter la viscosité des sangs, ce qui freine encore la circulation, le fibrinogène, les plaques adhérentes, tout ça c'est des ennemis de l'érection. À long terme, aussi donc le manque d'oxygène chronique, il va provoquer une diminution de l'élastine dans la verge, donc les érections sont de moins en moins en bonne qualité et la taille de pénis en érection, elle va moins s'allonger et ceci est dû à une atrophie vasculaire et de la sclérose qui va se former au niveau du corps caverneux. La baisse du libido aussi, le tabagisme massif détériore de manière significative l'équilibre hormonal et des niveaux de testostérone qui sont bien sûr les leviers de la libido. Ça diminue la fertilité parce que ça altère la qualité des spermatozoïdes. Ça affecte aussi le volume, l'acidité, la densité de l'éjaculat et porte bien sûr un coup qui peut être fatal à la vitalité des spermatozoïdes. Chez les femmes aussi, le tabac est toujours à la mode et les effets pourtant sont néfastes. Ça diminue la lubrification sexuelle et ça donne des douleurs au moment du rapport sexuel. Un effet virilisant, la femme dont la voix devient de plus en plus grave, c'est pas dû à une irritation des cordes vocales, mais plutôt à une augmentation des hormones masculines et une formation de ce qu'on appelle un effet anti-oestrogène. Diminution de la fertilité chez la femme, aussi ce qui rend une femme fumeuse, elle va mettre 2 fois plus de temps pour mettre en route une grossesse qu'une femme non fumeuse. Ça augmente le risque de maladies sexuelles et ça augmente aussi le risque de ménopause précoce. L'effet sur le couple aussi, c'est néfaste. Il diminue le désir par plusieurs mécanismes. La diminution de l'odorat et donc la diminution de la perception de certaines hormones sexuelles comme les phéromones qui sont des importants déclencheurs de désir. La mauvaise haleine, c'est pas sympa. La diminution du plaisir sexuel. Chez les non-fumeurs, la satisfaction sexuelle elle est entre 9, elle est plutôt à 9 sur 10. Par contre, chez les fumeurs, elle descend à 5 sur 10. Donc, c'est quand même important. Je passe maintenant aux symptômes respiratoires. Donc, j'ai trouvé que la dyspnée, la toux, la diminution de l'activité physique associée à la BPCO, en effet, vraiment péjoratif sur la sexualité. 44% des patients atteints de BPCO sévère se disent gênés par la dyspnée dans leur vie sexuelle, ce qui est un facteur limitant principal chez 56% d'entre eux. Donc, plus de la moitié n'arrivent pas à faire un rapport sexuel à cause de cette dyspnée et cette toux. Et je finis par l'anxiété et la dépression qui sont comorbides avec la BPCO, ils peuvent induire des troubles sexuels. Les troubles sexuels vont aggraver l'anxiété et la dépression, donc c'est un véritable cercle vicieux. Voilà, je passe maintenant à l'impact de la BPCO sur la sexualité. J'ai trouvé cette méta-analyse très récente, qui remonte à peu près 1 an. Donc, 31 études qui ont étudié la dysfonction érectile, la fonction sexuelle, la satisfaction et l'impact de la maladie sur la santé sexuelle. Et on a trouvé que sur la dysfonction érectile, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Par contre, sur la satisfaction sexuelle et sur la santé sexuelle, il y a une différence énorme entre les patients sains et les patients BPCO. Une autre notion importante, c'est que même chez les insuffisants cardiaques, la situation il est pire pour les BPCO. Les insuffisants cardiaques, ils sentent moins de gêne sur le rapport sexuel plus que chez les BPCO. Alors, pour faire le diagnostic de la dysfonction érectile chez ces patients-là, il n'y a pas de test diagnostique. C'est évident, le patient il vient, il vous dit j'arrive pas à avoir une érection. Il y a certains questionnaires qui ont étudié la fonction érectile, comme l'échelle visuelle d'évaluation de l'érection, comme le score IEF. Mais bon, ça c'est en pratique courante, vraiment c'est pratiquement jamais utilisé. Par contre, il y a ce test de dépistage et de diagnostic qui est le Régiscan, le test d'érection nocturne. On peut en avoir besoin lorsqu'on a des doutes diagnostiques, lorsqu'il y a des affaires médico-légales, des suspicions de viol. Bon, après, ça pas forcément, ça va vous intéresser. Chez les femmes aussi, il y a certains tests à demander, mais c'est vraiment très, très rarement prescrit. Alors, je passe au volet thérapeutique.
Donc, je commence par le côté conseil d'hygiène de vie. Donc, c'est important. Il faut éviter le tabac, il faut l'abus d'alcool, la sédentarité, l'obésité, le fast-food. Malheureusement, ça devient de plus en plus chez nous. Et pour changer ça, il suffit de faire une activité physique pas forcément importante. Il suffit de faire 3 heures par semaine pour réduire le risque de la dysfonction érectile de 30% et manger équilibré. Ça pourra diminuer le risque de plus de 10%. Je passe à la partie médicaments. Alors, les choses ont changé ce dernier siècle. Donc, dans le monde, depuis les années 20 du dernier siècle, il y avait plusieurs produits qui ont apparu jusqu'aux fin des années 90 du dernier siècle, où il y a eu l'apparition du fameux sildenafil, qui a changé, qui a donc représenté une véritable révolution dans le domaine de la sexologie. En Tunisie, donc en 2011, après la révolution, après tant d'attentes, il y a eu l'apparition du sildenafil. Enfin, en Tunisie, on était la seule région, le seul pays de la région où il n'y avait pas de sildenafil. Donc, il a fallu la révolution pour que ça rentre en Tunisie. Et en 2015, apparition du tadalafil, et notamment le terros, c'était le premier produit qui a été introduit en Tunisie. Alors, c'est quoi ces médicaments qu'on prescrit? Les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 5, pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils ont comme rôle d'inhiber la phosphodiesterase, qui est une enzyme qui dégrade le GMP cyclique en 5'-GMP et donc inhibe le phénomène d'érection. Donc, les EP2E5, en bloquant la dégradation de la GMP cyclique, ils vont favoriser le circuit donc, de la relaxation et de l'érection. C'est le traitement oral de référence de première intention dans la dysfonction érectile. Il peut être à la demande ou de façon quotidienne. On a 2 molécules commercialisées en Tunisie, la sildenafil 25, 50 et 100 mg, le tadalafil 5, 10 et 20 mg. Le traitement à la demande, 10 et 20 mg, et le traitement quotidien, c'est 5 mg par jour. Les doses recommandées, donc 50 mg de sildenafil et tadalafil 10 mg. La durée d'action, il est de 4 à 5 heures pour le sildenafil, 24 à 36, voire même parfois 72 heures pour le tadalafil. Le durée de 2 jours est à respecter entre les 2 prises. Et le taux d'efficacité, il varie entre 60 et 90%. Je vais juste parler un peu de la notion du tadalafil 5 mg en prise quotidienne. C'est un médicament qui agit sur plusieurs mécanismes physiopathologiques. Il améliore la qualité de vie, il améliore la fonction érectile et aussi il améliore les symptômes du bas appareil en rapport avec l'hypertrophie de la prostate. Donc c'est un véritable aspégique. Ça, c'est M. Bondy, l'andrologue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il disait que le tadalafil 5 mg, c'est vraiment un véritable aspégique, comme pour le cardiologue. On le donne pour oxygéner les tissus érectiles, pour améliorer les symptômes urinaires, etc. Les précautions de prescription, juste 2 mots, selon les recommandations du consensus de prescription droit, il faut poser la question suivante au patient avant de prescrire des EP2E5. Est-ce que vous arrivez à monter 2 étages en escalier en 10-15 secondes sans être essoufflé, sans avoir de problème? S'il répond oui, vous pouvez prescrire les EP2E5 sans aucun problème. S'il répond non, je ne peux pas, donc il faut l'envoyer chez un cardiologue. Et le cardiologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un test d'effort. S'il n'y a pas de problème, il va lui prescrire lui-même ou bien le renvoyer chez un neurologue pour lui prescrire des EP2E5. Sinon, dans ce cas-là, le risque il est très élevé et il ne faut pas prescrire parce que le risque d'effet indésirable est très important. Les contre-indications à l'utilisation des EP2E5, on en a vu tous dans les films. Il a pris un cachet de Viagra, il est mort. Non, ça n'existe pas. Il suffit de respecter ces 3 contre-indications, il n'y aura pas de problème. L'utilisation concomitante de dérivés nitrés, s'il prend des dérivés nitrés avec un sildenafil, oui, il pourra facilement faire une hypotension sévère et faire une mort subite. S'il y a des problèmes cardiovasculaires majeurs, et quand je parle de cardiovasculaire majeur, c'est-à-dire un angor instable, par exemple. Si un patient il a un angor stable, pas de souci, on peut lui prescrire du sildenafil. S'il a une insuffisance cardiaque sévère, un IDM récent, une cardiomyopathie obstructive, une HTA maligne non contrôlée, dans ce cas-là, il ne faut pas prescrire les EP2E5, il faut équilibrer avant puis prescrire. Et enfin, l'hypotension artérielle, moins de 9,5 de tension dans ce cas-là. Donc, c'est ça les 3 contre-indications majeures de la prescription des EP2E5.
Les injections intracaverneuses, c'est des prostaglandines qui provoquent une vasodilatation, une injection sur la face latérale du corps caverneux, et ça va donner une érection en quelques minutes, et après la fin du rapport sexuel, ça va donc chuter tout seul, et ils sont utilisés en cas d'échec ou de contre-indication aux EPDE5. Le Vitara, c'est une injection intra-urétrale du gel qui est actif en quelques minutes et qui peut durer de 1 à 2 heures. Le Vacuum, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, donc c'est un système hydraulique qui va provoquer, il va aspirer du sang dans le corps caverneux et à la fin, à l'aide d'un garrot sur la base de la verge, et ça va maintenir l'érection, et en fin du rapport sexuel, le patient il enlève le garrot et on n'en parle plus. Je passe à la chirurgie. Donc les implants péniens, il y avait plusieurs types. Aussi, ça a évolué pendant le temps. Il y avait donc des prothèses rigides, ils étaient toujours en érection. Puis ils ont trouvé les semi-rigides et enfin, la nouveauté, c'est les prothèses gonflables. Alors, le choix du traitement, depuis toujours, le traitement oral, c'était le premier prescrit dans tout le monde. Mais on remarque aujourd'hui, la chirurgie, elle commence à avoir de la place de plus en plus, donc ces dernières années. Je passe donc maintenant à la partie dysfonction érectile ou bien donc dysfonction sexuelle plus BPCO, donc les particularités chez les malades BPCO. Quelques conseils chez la femme, on a dit que la BPCO, ça provoque une sécheresse vaginale avec une dyspareunie, donc on peut demander à la femme de faire, donc si elle a des contractions du muscle pelvien qui sont importantes, qui rendent des activités sexuelles douloureuses. Dans ce cas-là, elle peut s'insérer dans le vagin des dispositifs d'autodilatation qui permettent d'étirer le vagin et de réduire la sensibilité. On peut lui conseiller aussi d'utiliser des lubrifiants et des hydratants vaginaux qui vont rendre donc le rapport sexuel plus confortable. La prise en charge de la dyspnée c'est un handicap perçu comme un facteur limitant de l'acte sexuel. Bien sûr, il peut être maîtrisé par quelques solutions. La première, il est possible d'économiser son souffle en pratiquant certaines positions qui vont éviter la compression de l'abdomen et du thorax. Les positions d'en haut, c'est les positions lorsque la femme est dyspnéique, et les positions en bas sont les positions lorsque l'homme est dyspnéique. Donc je vous laisse quelques secondes si ça vous intéresse. Voilà. Il est possible aussi d'utiliser un bronchodilatateur avant et après les relations. L'oxygénothérapie, il est conseillé de poursuivre pendant tout le rapport ou bien une partie. Donc on peut se permettre de faire un rapport sexuel avec de l'oxygène. On peut se calquer sur les exercices de la kinésie respiratoire aussi. Et enfin, on peut aussi pratiquer la technique de la toux contrôlée pour donc améliorer l'expectoration et pouvoir faire un rapport sexuel confortable. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. La dernière partie, c'est le sevrage du tabac et son importance sur la sexualité. Donc, j'ai trouvé cette étude américaine, donc un programme de sevrage de 8 semaines, et au bout de 8 semaines, on a eu des réponses spectaculaires. Les thémuissances érectiles étaient améliorées et le déclenchement de l'excitation était plus rapide. L'abandon du tabac améliore significativement les indices physiologiques et autodéclarés de la santé sexuelle chez les hommes fumeurs à long terme, indépendamment de leur déficience érectile de base. En quelques jours seulement, les artères se décontracteront du fait de la réduction de monoxyde de carbone dans le sang. L'augmentation de l'érection, elle est là, et l'augmentation de la lubrification vaginale lors des rapports sexuels est là. Donc, l'importance du sevrage du tabac. Alors, pour conclure, il faut briser le tabou. La sexualité n'est plus un tabou. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas parler sexualité. Tous les praticiens doivent parler sexualité avec leurs patients, même si vous ne savez pas comment les prendre en charge, il faut les orienter, parce que les patients, ils ne vont pas venir tout seuls. Maximum 10% vont venir donc demander de l'aide pour leur sexualité. Donc, il faut qu'on les aide nous-mêmes. La dysfonction, le BPCO, il est pratiquement toujours associé à des troubles sexuels, pratiquement 3/4 des patients, et ces troubles-là peuvent provoquer des souffrances importantes. J'insiste sur le dépistage et la prise en charge adéquate, et bien sûr, je n'insisterai jamais assez sur la lutte contre le tabac, et je vous remercie. Merci, Dr. Arbat, pour cette excellente présentation. Merci. La parole à Nasra, s'il y a des questions.
Il n'y a que des femmes, hein, déjà. Les femmes qui C'est une s'intéressent. spécialité assez féminine. Donc, finalement, sur le plan pratique, dans nos consultations, généralement, on n'ose pas poser la question. Je Et sais. le problème, c'est quand les malades rapportent le trouble sexuel, nous, on n'a pas beaucoup de solutions à proposer. Le sévrage, oui. Généralement, c'est des malades qui sont sévrés assez. L'amélioration du souffle, oui. Mais honnêtement, d'abord, on n'ose pas prescrire ces différents médicaments qui sont, je sais qu'ils sont prescrits même en première ligne à Tout à fait. travers. Ils sont plus inscrits en première ligne qu'en deuxième ligne. Exactement, mais nous, on a peur parce qu'il y a toujours le risque d'insuffisance coronaire, on ne les prescrit pas. Donc, ma question est-ce qu'il y a un bilan minimal à demander pour activer la prise en charge avant de vous envoyer les patients, tel qu'un Doppler ou autre? Voilà, c'est... Bah, on n'a pas besoin d'un bilan détaillé, il faut juste un bilan métabolique. Parce que si ce patient, à part la BPCO, il a un diabète qui est mal équilibré, il faut l'équilibrer. Donc nous, urologues, sexologues, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue déjà de base, hein, on ne fait pas une évaluation extraordinaire. Déjà la question, est-ce que vous arrivez à monter des escaliers? Déjà la réponse elle est nette et claire, oui ou non. Moi j'ai des patients qui me disent oui, je monte sans aucun problème, et les autres ils disent non, même 4 marches je peux pas. Donc là déjà, s'il n'y a pas de problème dans ce sens-là, on peut prescrire sans aucun problème. À partir du moment que le patient il est essoufflé ou bien dyspnique ou bien même, on a même des patients en montant 2 étages, ils ont des douleurs thoraciques. Là, dans ce cas-là, il ne faut pas prendre de risque. Même nous, urologues, on ne prend pas de risque et on adresse les patients aux cardiologues. Cardiologues, ils vont l'évaluer. En général, ils vont faire des écho-cœurs avec des tests à l'effort. Et après, ils vont nous renvoyer le patient avec une réponse claire. Oui, non. Oui, EPDE5, non, il ne peut pas prendre des EPDE5. Donc, moi, j'ai insisté. Pourquoi? J'insiste toujours parce que il y a une anecdote dont je ne vous ai pas parlé. En France, il y a quelques années, il y a un urologue chevronné, un patient qui est venu le voir pour dysfonction érectile. Il lui a fait un petit bilan, il lui a prescrit un EPDE5 et le patient, pendant plusieurs mois, il a retrouvé une très bonne sexualité. Il était content, un jour, il est mort. Il est retrouvé mort dans son... Pas au moment d'un rapport sexuel, hein. Il était retrouvé mort dans son lit. Et en faisant l'expertise, il s'est avéré qu'il a eu un IDM. Et le patient, il était au moment lorsqu'il a consulté son urologue pour dysfonction érectile, il avait une coronoropathie asymptomatique. Donc, il a suffi de l'adresser vers un cardiologue pour dépister ça et il aurait pu être vivant jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'information clé, le message clé que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est que moi, systématiquement, tout patient qui vient consulter pour dysfonction érectile, je l'adresse vers le cardiologue. C'est pas forcément pour lui demander est-ce que je lui prescris ou pas des EPDE5. Je peux prescrire des EPDE5 parce que le patient il est asymptomatique, il monte des escaliers, tout ça. Mais le fait qu'il a commencé à altérer l'endothélium de ses artères caverneuses, il peut en avoir dans les artères coronaires. Donc le message est clair, dysfonction érectile aujourd'hui, c'est l'angor de la verge, donc, par analogie avec l'angor cardiaque. Voilà. Merci beaucoup Je vous en prie, merci. pour votre présentation. En fait, en termes de lien des trucs succès avec la BPCO, en fait, il y a des BPCO qui ne sont pas secondaires au tabagisme. Tout à fait. Et là, est-ce que ce lien-là est retrouvé également en cas de BPCO non lié au tabac? Donc, est-ce que... BPCO, quelle que soit l'origine, ça peut arriver jusqu'à 75%. Même pour les non-fumeurs. Parce qu'on a vu les mécanismes physiopathologiques, il n'y a pas que le tabac. Donc l'hypoxie, ça provoque. L'hypotestostéronémie que provoque le BPCO, la dysfonction endothéliale. Le BPCO, il peut aussi provoquer la dysfonction endothéliale. Donc moi, je me suis attardé sur le tabac parce que je sais très bien que vous aimez le tabac. Donc c'est pour vous faire plaisir. Ma deuxième question, si vous permettez. Donc ma deuxième question, c'est par rapport à la différence entre hommes et femmes. On sait que les femmes sont plus vulnérables au effet du tabac. Donc est-ce qu'à tabagisme égal hommes et femmes, à la même degré de sévérité de BPCO, est-ce que ce lien avec les troubles sexuels est plus observé chez les femmes par rapport c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai dit moi. En fait, à un stade de gravité égal, on a vu beaucoup d'études. Ils ont trouvé que la plainte est plus importante chez la femme. Moi, ça ne me surprend pas beaucoup. Voilà. Alors, moi, donc ça peut être objectif, hein. C'est la même chose, mais les femmes se plaignent plus, c'est tout. Donc je ne sais pas. Voilà.
Alors, de ma petite expérience, effectivement, pour les BPCO, vous avez rapporté que les malades ne rapportent pas spontanément ces faits, il faut les chercher. Et effectivement, dans ma petite expérience, les malades qui viennent, qui disent qu'ils ont toujours une dyspnée d'effort, malgré un traitement bien dosé et optimal, et surtout ces rapports d'une dyspnée à l'effort le soir, sans dire qu'ils ont vraiment des troubles sexuels, il faut aller chercher, poser la question. Et moi, personnellement, je fais assez de pathologie de sommeil et je pose la question facilement pour les problèmes de libido, les troubles sexuels et ça. Donc je pose également pour les patients BPCO et pour ces patients qui se plaignent de dyspnée surtout le soir, je trouve dans pas mal de cas de troubles sexuels chez ces patients. Donc il faut vraiment y penser. Tout à fait. Pour les patients qu'on pense maintenant. Et c'est pour cette raison que je vous ai apporté quelques conseils concernant la dyspnée. Donc on peut poursuivre l'oxygénothérapie avec des lunettes. On peut préconiser des positions par rapport à d'autres pour pouvoir donc faire son rapport sexuel normal. Oui. Allez-y. D'après l'expérience professionnelle technologique, en recevant les BPCO, généralement, c'est l'homme qui parle des problèmes de sexualité. Et qui, donc, même s'il arrive avec sa femme, il demande qu'elle sorte dans la salle d'attente pour vous parler du problème. Alors, il faut voir les deux à la fois et aborder le sujet. Je vous interromps juste 2 secondes. Moi, j'exige la présence de la femme dans une consultation sexuelle. Je ne vois pas un homme tout seul. Parce que le résultat, il sera médiocre par rapport à vous. Des sexologues, on envoie aux urologues, on envoie aux cardiologues. Est-ce que les sexologues n'ont pas une place? Écoutez, il y a déjà des urologues qui sont sexologues. Moi, je suis urologue, je ne suis pas sexologue. Je n'ai pas de diplôme de sexologue, quoi. Mais je peux faire de la sexologie facilement. Après, les sexologues, il n'y a pas que des urologues. Il y a des psychiatres, il y a des psychologues. Écoutez, la psychothérapie, ça peut aider. Mais là, c'est surtout le point de vue BPCO, voilà, exactement. Il faut une prise en charge vraiment organique. On peut s'entraider, hein, donc nous, on va prescrire des EPDE5 et on va discuter pour voir s'il y a quelque chose à améliorer concernant la symptomatologie de la BPCO. Et je pense qu'on pourra y arriver. Et les papis de 80 ans, ils ont le droit, qui ont le BPCO, ils ont le droit d'avoir une bonne sexualité. Une dernière question. Il y a des questions. J'imagine que vous avez cherché dans votre recherche de biographie et on utilise beaucoup plus dans les ouvrages tabagiques la cigarette électronique et la cigarette chauffée actuellement. Comme on n'a pas vraiment de moyens, est-ce que ces moyens peuvent aider à améliorer la dysfonction érectile? Écoutez, déjà, vous, pneumologue, je ne sais pas si vous avez assez aujourd'hui de recul pour parler de la cigarette électronique et du tabac chauffé. Alors si vous n'avez pas de recul, nous non plus. Si, avec l'électronique, quand même, on a beaucoup bien arrêté, comme vous dites, on n'a pas... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est surtout si on a fumé des cigarettes. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas encore assez de recul, notamment le tabac chauffé, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Cigarette électronique, peut-être il va y avoir un jour où on va faire des études, mais je n'ai pas trouvé, sincèrement, je n'ai pas trouvé de... Mais toujours c'est le bénéfice, l'essence de la nicotine. Tout à fait, la nicotine est là déjà. Oui. Bon, il y a des cigarettes électroniques sans nicotine apparemment. L'essence de la nicotine, donc c'est là que c'est ça change bien, mais ce n'est pas une solution. C'est vrai, hein, donc là, même des spécialistes du tabac, il y a substitution. Actuellement, nous n'avons pas assez de données pour dire que le tabac chauffé, c'est peut-être quelque chose qui va les remplacer, peut-être dans l'avenir, mais actuellement, il y a pas assez de données. Voilà, exactement, c'est ça l'information que je sais. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. On voit que vous êtes vraiment enthousiaste. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, la sexualité. Voilà. Allez, merci.